Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Sophie Vaginier, qui est députée et vice-présidente de l'UDR. Bonjour Sophie. Bonjour Claire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez brûlant, c'est la loi sur le consentement qui vient d'être votée. Et justement, avec l'UDR, on a voté contre. Je pense que c'est un sujet dont peu de personnes comprennent nos motivations de pourquoi justement on est contre cette loi. Donc j'aimerais bien qu'on puisse revenir dessus, peut-être dans un premier temps. Je pense que c'est intéressant de parler un petit peu du contexte terrain. Sur le terrain et dans les commissariats, dans nos associations, il y a beaucoup de femmes, on va dire, qui n'arrivent pas à passer la porte des commissariats. Elles se heurtent aussi à une montagne administrative et à une justice qui est très lente. Justement, quand vous voyez cette réalité, qu'est-ce que vous comprenez justement de ce sentiment d'abandon ? C'est un sentiment d'abandon très fort que de pousser la porte d'un commissariat et de ne pas avoir l'écoute quand on est victime d'un crime de chair, d'un crime sexuel. C'est la première des choses qu'il faut mettre en œuvre, c'est ces fameuses cellules d'écoute afin d'accueillir les victimes au sein des commissariats. Totalement, et j'ai l'impression que c'est pas encore vraiment mis en place. Je sais qu'il y a des tests dans certains commissariats, des tests à l'échelle locale, on va dire. Notamment, on m'en avait parlé à Nantes. Mais encore une fois, en fait, c'est très peu mis en place et les femmes se retrouvent souvent à devoir limite croiser le regard de leur agresseur parce qu'ils sont dans la cellule juste à côté. Et pour une victime, c'est assez compliqué, même d'être accueillie par un homme aussi. Il y a certaines femmes qui ont besoin d'être accueillies par des femmes policières, et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Nous, en tout cas, avec Éclat de Femmes, on accompagne des femmes qui se perdent dans les démarches. Parfois, elles abandonnent, non pas par lassitude, mais par épuisement. Est-ce que la nouvelle loi, selon vous, simplifie ou complique encore plus ce parcours ? Alors, elle la complique terriblement. En réalité, c'est une loi c'est une loi piège, en fait. C'est une loi d'affichage. Et aujourd'hui, le viol est déjà qualifié pénalement dans le code pénal et le consentement est qualifié dans le code pénal aujourd'hui et la construction jurisprudentielle permet de le qualifier exactement avec un très large spectre pour prendre en compte toutes les situations. Et aujourd'hui, rajouter des mots dans un texte va compliquer, en réalité, risque de compliquer, en tout cas, certaines associations et même certains magistrats, certains professeurs de droit indiquent de qualifier comme cela a été le consentement dans le viol, ça va compliquer la situation des victimes. Alors justement, Sophie, vous parlez de double peine pour les victimes. La première, c'est l'agression et la seconde, c'est la procédure. Qu'est-ce que vous changeriez concrètement dans la manière en tout cas, dont la justice accueille ces victimes ? En fait, il faut simplifier le parcours et il faut mettre des moyens aujourd'hui sur l'accueil. Sur le soutien psychologique, sur les cellules psychologiques dans les gendarmeries pour permettre aux victimes d'avoir un accompagnement pour aller jusqu'à la plainte. Et c'est très important aujourd'hui. Oui. Et pour celles qui mettent justement des années à parler, parfois 10 ans, parfois 20 ans, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour adapter la loi pour ce temps justement qui a un temps psychologique au final quand même, parce que c'est dur pour certaines victimes de devoir parler, justement. Alors, on a une solution, c'est la prescription glissante. Oui. Aujourd'hui, elle existe pour les mineurs, cette prescription glissante sur les crimes sexuels, mais elle n'existe pas pour les majeurs. Donc, en fait, il faut l'étendre. Et ce qui permettrait de décaler, en fait, et de permettre aux victimes d'avoir le temps de la parole, justement, le temps de ce soutien psychologique pour aller vers la parole et vers la plainte. Et donc, la prescription du crime ne partirait plus à la date de conclusion des faits, mais en réalité, au moment où la victime est prête à parler, au moment où elle commence à parler, le temps de la prescription permettrait de ce temps-là. Ok. Et justement, vous parliez de 5 ans, d'une durée de 50 ans. C'est oui. ce que vous souhaitez ? Oui, alors c'est aussi des prescriptions qui sont dérogatoires au droit commun et qui seraient un peu révolutionnaires en droit français. Mais pourquoi pas aujourd'hui, certains partis politiques parlent d'imprescriptibilité. Nous, on considère que l'imprescriptibilité est réservée aux crimes contre l'humanité.
les crimes contre l'humanité, ce sont des crimes de l'histoire qui appartiennent à l'histoire et qui doivent être ancrés dans l'histoire, qui permettent de condamner des gens alors qu'elles sont décédées. Et parler d'imprescriptibilité sur du viol est inadapté. En fait, il faut que ce crime-là soit ancré dans une temporalité. Il faut que la justice, elle soit humaine. Totalement. Et vous avez totalement raison de souligner ça, parce que forcément, des fois, on ne comprend pas forcément. Si on se centre un petit peu plus sur la loi du consentement, justement, qui vient d'être votée à l'Assemblée, concernant l'UDR, nous, on a voté contre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, on a voté contre parce que le consentement est aujourd'hui qualifié nommément. Ce sont des mots qui sont inscrits dans la loi. Et même si c'est une évidence, quand on dit que le consentement doit être libre, éclairé, préalable et révocable, quand ils sont inscrits comme cela dans la loi pour ce crime-là, ça complique les choses. Un consentement éclairé, c'est un consentement qui est écrit juridiquement. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme qui dit être victime d'un crime sexuel, est-ce que son agresseur présumé devra prouver qu'il a eu un consentement éclairé, c'est-à-dire un consentement écrit. En fait, la définition du consentement aujourd'hui, telle qu'elle a été proposée, écrite et votée, elle est irréaliste et donc elle ne sert à rien, elle va compliquer au contraire le travail des magistrats dans un crime qui est difficile à établir et pour lequel, encore une fois, il y avait une jurisprudence qui était établie et qui fonctionnait très bien. Totalement. Et je prends un exemple justement dont on discutait tout à l'heure, c'est que demain, en fait, une victime doit signe inconsciemment justement un petit papier de consentement que son agresseur lui a fait signer pendant qu'elle était, je ne sais pas, sous emprise, que ce soit sous bichon chimique ou sous alcool, par exemple. Malheureusement, la question du consentement, là, au final, ne servira à rien. Exactement. Donc, en fait, ça sera la victime qui devra prouver qu'en réalité, elle n'a pas signé ce document. Et prenant l'exemple du procès de Gisèle Pénicaud, son mari, on est dans le cadre d'un viol conjugal, donc son mari qui a soumis cette femme à des atrocités abominables, il aurait eu tout le loisir, dans sa semi-conscience, de lui faire signer à chaque fois et préalablement un document pour lequel elle aurait dit consentir à ces pratiques-là. Et dans ce cas-là, peut-être que le procès de Gisèle Pénicaud n'aurait eu jamais lieu, quoi. Donc on est vraiment dans une situation juridique où de bien faire, on fait vraiment très très mal, quoi. Est-ce qu'on ne rend pas justement la justice plus injuste pour ces femmes-là ? C'est une mauvaise solution, en fait. En fait, il faut réfléchir, encore une fois, parce que il est incontestable aujourd'hui que ces crimes sexuels sont établis, sont documentés et ne sont pas punis à la hauteur de ce qu'ils devraient l'être. Donc, on a un diagnostic qui est posé et on a une solution qui certes s'applique lorsque les faits sont établis, mais qui pourrait être améliorée parce qu'on doit améliorer la réponse pénale pour ce genre de crime. Totalement. En fait, si on déplace le débat, avant on jugeait la contrainte, maintenant on va juger le consentement. Mais le consentement, c'est intime, c'est invisible, c'est mouvant aussi. Oui. Est-ce que le juge peut vraiment trancher là-dessus sans tomber dans l'interprétation personnelle ? C'est exactement ça. On est sur une justice du ressenti où c'est l'arbitraire et exactement le sentiment. Et la justice, c'est pas le sentiment en fait. La justice, ce sont des faits qui sont établis. Et ce qu'il faut juger, c'est pas la valeur du consentement, mais c'est l'établissement de l'acte de violence qui a eu lieu. Et donc, en mettant une telle définition du consentement, on met en difficulté la victime. Et j'imagine, même pendant un procès, au final, en fait, la victime va vraiment devoir se justifier plus qu'au final, parce que normalement, quand il y a un procès, c'est le procès de l'agresseur. Et là, je pense que ça va changer. En fait, la victime va devoir avoir un poids aussi sur elle, parce que demain, quand une victime porte plainte, c'est elle qui est... c'est l'agresseur qui est mis en cause et qui va devoir prouver justement... qu'il est coupable ou pas coupable. Là, c'est la victime qui va devoir prouver
tout simplement, si elle était consentante ou non consentante. Oui. Donc en fait, ça a été encore plus lourd et une charge beaucoup plus émotionnelle, encore plus pour la victime. Oui, c'est exactement ça. En fait, on rompt les équilibres juridiques dans l'instruction du crime, en fait. Au départ, la victime pourrait être surprotégée par cette définition, puisque le simple fait de dire qu'elle n'a pas consenti met en cause donc son agresseur présumé. Et lorsqu'il y aurait le procès, il y aurait un renversement de la charge de la preuve où l'agresseur pourrait dire non, mais en fait, j'ai ce document-là qu'il a et qui préétablirait en fait le consentement qu'elle n'a pas donné. Donc, en fait, c'est une rupture en fait des équilibres sur une infraction qui est extrêmement compliquée à établir et qui n'arrange pas en fait, qui met en difficulté la victime, encore une fois. Oui, il y a une autre réelle question qui se pose aussi, dont on a aussi également ouvert le débat, c'est au fond, est-ce que cette loi ne cherche pas à réguler le désir plutôt qu'à protéger la violence? On va rentrer dans une société où même la séduction en fait, va devenir suspecte. C'est exactement ça. En fait, en réalité, on passe sur une justice du ressenti et de l'arbitraire, en fait. Hein. Donc, on n'est plus sur des faits établis, on est sur du ressenti. Et malheureusement, je fais référence à ce film Les choses humaines d'Ivan Attal, où ces deux personnes qui ont des visions totalement différentes du consentement, de la vision justement de la question du viol ou pas du viol, de l'intimité. Et malheureusement, je pense que demain, en fait, la question du désir va être énormément problématique pour nos générations à venir. Comment il pourrait y avoir encore séduction? Je pense que ça va être très compliqué, tout va être très cadré, comme aux États-Unis, on va devoir signer des décharges, etc. Sophie, vous avez porté également une proposition de loi sur les violences sexuelles. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus, parce que c'est une très belle proposition et ça mérite d'être mis en lumière. Alors voilà, dans le cadre de cette discussion, hein, qui est de cette discussion parlementaire, qui est aussi un véritable fait de société qu'il faut traiter, parce que la question des crimes sexuels et des agressions sexuelles est une question d'actualité qui est brûlante et qui en plus est en augmentation et qui est inacceptable dans notre société. Donc j'ai souhaité effectivement avec le groupe UDR porter une proposition de loi qui essaierait à la fois de protéger la victime, mais aussi de protéger l'agresseur présumé, enfin le mis en cause présumé, parce qu'il faut équilibrer les droits de la défense. Notre droit est fondé sur les droits de la défense et sur la prescription d'innocence. Et donc, il faut veiller à conserver ces équilibres-là dans le traitement du crime sexuel. Donc, c'est très important de renforcer le statut de la victime qui serait une victime présumée, donc avec ce fameux accueil et cette écoute au sein des gendarmeries, mais également la formation obligatoire des policiers, policières et des magistrats sur ce type de crime, et la prise en charge de ces victimes à une prise en charge juridique, mais surtout psychologique, qui les aiderait à aller au bout de la démarche. Donc si on crée un statut de présumé victime, qui est quand même une petite révolution dans notre droit, il faut, moi, me semble-t-il, créer son pendant dans le cadre des droits de la défense pour celui qui est mis en cause, et donc de protéger le mis en cause, donc de créer un statut de mise en cause protégé qui permettra notamment l'anonymisation de la personne mise en cause dans la presse, enfin, au niveau public, et son accompagnement également juridique. Donc en fait, si on surprotège par des moyens mis en place qui sont très importants, il faut aussi pouvoir avoir le pendant des droits de la défense. La loi également prévoit même à une jeune femme majeure, pendant très longtemps, de pouvoir, des années après, porter plainte et avoir une instruction sur un dossier. Alors même si le temps efface les preuves et l'établissement des preuves, ça permet aussi d'avoir ce soutien psychologique, cet accompagnement,
et ce dépôt de plainte qui permet aussi, qui fait partie aussi de la réparation de la femme, ou des hommes d'ailleurs, parce qu'on parle souvent des femmes, mais il y a des hommes qui sont également violés. Et donc voilà, c'est exactement ce que prévoit la proposition de loi. Et justement, ça serait une révolution, je pense, le statut de victime présumée. C'est quelque chose en tout cas qu'on appelle de nos voeux avec l'association Éclat de Femmes. Mais comment faire tout simplement pour que ça ne reste pas un symbole de plus? Il faut des moyens. Oui. Il faut des moyens à mettre en œuvre, donc il faut prioriser parce qu'on est dans un contexte financier qui est difficile. Donc il faut prioriser l'argent public et le mettre là où on en a besoin. Et donc en fait, c'est une priorité pour nous aujourd'hui. Donc il faut mettre en œuvre des moyens financiers notamment. En sachant qu'en plus on a plus de 120 000 victimes d'agressions sexuelles par an, enfin je pense que c'est un moyen qui est tout à fait légitime, en tout cas nécessaire aujourd'hui. Malheureusement il y a beaucoup trop de victimes qui sont détruites par la suite. Nous on le voit encore une fois avec l'association Éclat de Femmes. C'est des femmes qui, et même des hommes qui 5 ans, 10 ans après n'ont pas eu ce soutien psychologique et qui aussi n'osent toujours pas porter plainte. Nous, on les efforce parce que forcément, des fois, elles nous parlent alors que ça fait déjà 5 ans, 10 ans qu'elles se sont fait agresser. Et le temps, en fait, quand même, efface les souvenirs, efface les choses, mais les traumatismes restent. Oui. Et c'est ça qui est compliqué aussi. Et je pense que justement, ce statut de victime présumée et également ce délai de pouvoir porter plainte est aussi nécessaire. Vous parlez aussi de protéger du coup la dignité du mis en cause. C'est courageux en tout cas dans un climat où la parole des victimes est plus que omniprésente, mais sans écraser bien sûr la présomption d'innocence en tout cas. Comment justement trouver ce juste équilibre ? Alors la principale action que l'on porte, c'est l'anonymisation en fait du mis en cause protégé du coup. Qui permettrait même s'il est mis en cause dans le cadre d'une affaire sexuelle, en tout cas de ne pas avoir d'exposition publique, qui est aussi, il ne faut pas être jugé avant d'avoir été condamné. Et c'est souvent le cas aussi dans ces affaires-là, donc avec des réputations, avec des familles détruites. Qui sont détruites, bien sûr. Exactement. Donc, il faut laisser le temps à la justice de faire son œuvre dans ce type de crimes, qui sont des crimes, on l'a vu, qui peuvent avoir des répercussions dans le temps qui sont énormes. Et donc, il faut respecter les fondements de notre droit, qui sont la prescription d'innocence est un pilier de notre droit, c'est le fondement de notre droit. Donc, il faut à la fois protéger et aider les victimes dans leur démarche, et en même temps, il faut protéger les mises en cause jusqu'à ce qu'ils soient déclarés ou non coupables dans le crime dont ils sont accusés. Bien sûr, et ça reste le respect, je pense, humain. Si vous deviez résumer votre proposition de loi en une phrase, qu'est-ce que ça serait ? Protéger les victimes, respecter les innocents et redonner du sens à la justice. Et en tout cas, moi, du terrain, je dirais protéger les femmes sans leur promettre des symboles. Merci beaucoup, Sophie, et merci à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Continuons à parler de la justice, mais surtout de la justesse. Merci, Sophie. Merci, Claire.